Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Il est de ces esprits qui ne se contentent pas de contempler l'horizon, mais qui cherchent à comprendre les courants invisibles qui le façonnent. Notre invité est un voyageur de l'intellect, un bâtisseur de ponts jetés entre les urgences du présent et les promesses de demain. Dans sa trajectoire, il y a eu ces carrefours décisifs, ces points de bascule où il a fallu cesser de subir les crises pour apprendre à les devancer. Il y a d'abord eu le temps de la recherche pure entre philosophie et sociologie pour forger la pensée, puis quelques années au cœur du système des Nations Unies ou de New York. À Pretoria, il a observé les rouages du monde avant de décider un jour de changer de focale. Le tournant majeur survient en 2004. Il choisit de quitter le confort des hautes sphères internationales pour fonder l'African Future Institute. Ce fut sa réponse au besoin de substituer au modèle importé une vision endogène capable de redonner au continent africain la maîtrise de son propre récit. Qu'il décode les murmures de la modernité ou qu'il conseille les chefs d'État, il porte en lui la rigueur du sage et l'audace du visionnaire. Pour lui, le destin n'est pas une fatalité que l'on subit, mais une stratégie que l'on sculpte avec audace. Entre la froideur des chiffres et la chaleur des humanités, il trace un sillon où la lucidité devient une forme d'espérance. Et ce soir, pour une traversée des idées et des temps, j'ai le plaisir de recevoir Alioune Sall. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être accueilli par vous. Et je vous remercie de cette invitation. Nous allons revenir un petit peu sur ce beau parcours qu'est le vôtre, un parcours riche, sur les points d'inflexion de ce parcours. On va commencer dès l'enfance. Parlez-nous un petit peu de votre enfance, de votre environnement, celui dans lequel vous avez grandi, de votre famille et des figures qui vous ont inspiré, qui ont fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Écoutez, c'est toujours difficile de parler de soi parce que ce que l'on retient est peut-être moins important que ce que l'on oublie. Et pourtant, il faut passer par cet exercice pour essayer de vous répondre. Mon enfance est celle d'un Sénégalais, né après la Deuxième Guerre mondiale, né au début des années 50, dans une ville qui s'appelle Saint-Louis, qui est à l'époque une ville très cosmopolite, une ville chargée d'histoire, dont la création date de 1659, une ville qui a un cachet particulier sur le plan écologique, comprise entre océan et fleuve, et une ville qui a un cachet particulier également parce que, à bien des égards, c'est une ville française. C'est ainsi qu'elle est représentée. Dans la littérature, on parle de Saint-Louis comme centre d'élégance et de bon goût. Et être Saint-Louisien, c'est d'abord, à cette époque-là, être ouvert à des souffles étrangers, tout en étant ancré dans une certaine tradition locale. Et j'ai donc baigné dans une atmosphère marquée par la culture occidentale, l'école occidentale. Mais Saint-Louis est une ville aussi où la culture musulmane islamique est très développée. Il y a des médersas, il y a une tradition d'apprentissage du Coran. Et j'ai donc appris le Coran en même temps que j'ai appris le français. Cette double culture, je crois, n'a rien d'exceptionnel pour un Saint-Louisien de ma génération. Et je crois que j'en porte encore les traces. Une double culture qui ouvre un petit peu une personne vers le monde, on va dire, qui fait qu'on s'ouvre, qu'on a plusieurs horizons, qu'on a une identité plurielle. C'est exact. J'ai été à l'école
avec des jeunes Français. Mes premiers amis ont été des Français avec qui j'ai été à l'école primaire, parce qu'il y a une forte colonie française à l'époque à Saint-Louis. Mais nous avons aussi grandi avec des amis marocains, parce que les Marocains étaient présents au Sénégal, étaient présents à Saint-Louis dès le XVIIe ou XVIIIe siècle. Et il n'était pas exceptionnel de compter dans des familles saint-louisiennes, sénégalaises, des alliés, des parents, des cousins marocains. Donc nous avons grandi dans un milieu très ouvert qui nous a préparés, je pense, à comprendre les défis du monde contemporain, à comprendre la nécessité d'un double mouvement, d'enracinement d'une part et d'ouverture d'autre part. Et je crois que cette leçon, encore une fois, est une leçon importante à garder à l'esprit pour comprendre les temps qui sont les nôtres, mais surtout pour pouvoir agir et faire en sorte que ce double mouvement, qui est le mouvement de la vie, ne soit jamais perdu. Agir pour donc l'avenir, notamment l'avenir du continent africain. Un double mouvement, on doit avoir cet enracinement, comme vous le dites, et aussi cette ouverture vers le monde. Justement, à quel moment précis de votre vie vous vous êtes donné un petit peu cette mission? Au niveau de votre trajectoire économique, à quel moment avez-vous choisi la philosophie, puis la sociologie et quand est-ce que vous vous êtes fait en fait cette vision du monde telle que vous l'avez aujourd'hui, une vision où vous voulez que le continent africain prenne en main son destin et celui de son avenir? Je dirais que la prise de conscience des enjeux du monde contemporain, elle s'est opérée relativement tôt. Elle s'est opérée relativement tôt parce que non seulement je suis de Saint-Louis, mais j'ai eu l'opportunité d'aller en France très jeune. Mon père a eu une formation d'administrateur en France et j'ai donc été en France très jeune et confronté à tous les débats qui, à l'époque, secouaient la communauté intellectuelle africaine. Les problèmes de l'indépendance, les questions de la souveraineté, les questions de la diplomatie, les années d'indépendance sont passées par là. Et donc, très vite, j'ai pris conscience de certains enjeux de politique, de société, etc. Vous avez compris également que l'analyse du passé ne suffisait plus et qu'il fallait coloniser l'avenir. Ce sont vos termes. Oui, effectivement, il était courant dans les milieux qui étaient ceux que j'ai fréquentés ou ceux auxquels j'étais exposé, de glorifier le passé de l'Afrique, de restaurer la continuité historique et de mettre fin donc à un certain discours qui tendait à reléguer l'Afrique hors de l'histoire, suivant cela une tradition hégélienne. Mais très vite, il m'est apparu également qu'il n'était pas nécessaire pour exister de s'enfermer dans un repli identitaire qui, au fond, n'avait pas de raison particulière d'être, parce qu'un repli identitaire peut être appauvrissant. Et donc, très vite, j'ai compris que autant il était important de ne pas être victime du discours qui tendait, encore une fois, à exclure l'Afrique de l'histoire de l'aventure humaine, autant il n'était pas nécessaire
autant il était même contre-productif que de vouloir arrêter l'histoire à ce qu'on a été. La quête de l'avenir m'est apparue très vite comme étant une nécessité. Et pour aller à la quête de l'avenir, il fallait sans doute se débarrasser d'un certain nombre d'images du futur, des images dans lesquelles l'Afrique allait être condamnée à être simplement pourvoyeuse de matières premières, pourvoyeuse de ressources naturelles, mais pas invitée à la quête de sens qui, à mon sens, excusez-moi de la répétition, qui, à mon sens, est au cœur, ou devrait être au cœur, de l'aventure humaine. Et c'est là où donc, il y a eu cette pensée au niveau de la mutation sociale, en fait, qui s'est construite d'une certaine manière. Oui, vous avez tout à l'heure utilisé un terme qui a été utilisé par un penseur qui est un compatriote à vous. Le professeur Mahdi El-Manjara parlait de décoloniser l'avenir. Nous étions dans les années 80. Dans les années 80, il y a eu de nombreux débats sur le modèle qui était le plus approprié pour l'Afrique, le modèle de développement économique le plus approprié pour l'Afrique. Et il y avait deux thèses qui s'affrontaient. L'une d'elles était portée par ce qu'on a appelé le plan d'action de Lagos, qui souhaitait promouvoir un développement rapide et endogène en Afrique, et un autre était plutôt porté par les institutions de Bretton Woods et semblait privilégier l'insertion de l'Afrique dans l'économie mondiale, mais une insertion qui ne pouvait être que périphérique, en quelque sorte. Et dans ce débat qui a donné lieu à une production intellectuelle assez abondante, le professeur Mahdi El-Manjara était d'avis qu'il fallait commencer par décoloniser l'avenir. Son point de vue était que notre avenir est colonisé par les images qu'en produisent les divers protagonistes, et ces protagonistes sont, pour beaucoup d'entre eux, étrangers à l'univers culturel africain, aux réalités politiques, aux réalités sociales africaines, et qu'il fallait éviter de tomber dans leur piège, parce qu'adopter la représentation qui se font de leur avenir nous priverait des marges de liberté dont on a besoin pour imaginer des futurs autres que ceux-là qui nous étaient promis par ces protagonistes. Et je crois que cet impératif qu'il y a à produire un regard qui soit nôtre sur des réalités complexes, cet impératif, il est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Un impératif qui appelle également à l'action, d'où donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, dans les années 2003-2004, vous avez fondé donc l'African Future Institute, justement Oui. pour aller dans ce sens. Oui. Il faut dire que quand même, ce moment-là, ça a créé une rupture par rapport à vos activités en tant que chercheur, aussi votre travail au sein des Nations Unies. Il faut rappeler que vous avez conseillé également un certain nombre de décideurs politiques, de chefs d'État. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était un moment de rupture, un nouvel élan, que vous étiez en train de créer, une nouvelle dynamique? Oui, je dirais que c'est plutôt un nouvel élan que la création de l'Institut des futurs africains. En quête d'une liberté intellectuelle. Effectivement, j'avais eu auparavant une carrière dans les Nations Unies, une carrière de plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Excusez-moi. Plus de 20 ans dans le système des Nations Unies, avec ce que ça comporte comme avantages, mais aussi avec les contraintes attachées à ce système. Mais en réalité, j'ai renoué, en créant l'Institut des futurs africains,
avec mes premiers amours, parce que mon intérêt pour la prospective datait en fait de 1976. Les premiers exercices de réflexion prospective auxquels j'ai eu le bonheur de participer dataient de 1976 et c'était dans le cadre d'un projet qui s'appelait Afrique et problématiques du futur, un projet qui était abrité par l'Institut de développement économique et de la planification, qui est un institut des Nations Unies, mais qui jouissait d'une position particulière parce qu'il était dirigé par le professeur Samir Amin, qui à l'époque était un des plus grands théoriciens de l'école de la libération chez les économistes. Et j'avais donc participé à cet exercice. J'avais un rôle plutôt modeste parce que j'étais tout jeune et j'avais pris goût à la réflexion prospective dès cette époque-là. Après, je suis rentré dans le système des Nations Unies, mais je n'ai jamais rompu véritablement avec les centres qui produisaient des réflexions à caractère prospectif sur l'Afrique. Et ce qui fait que lorsqu'en 2004, j'ai décidé de sortir des Nations Unies et de retrouver et de créer l'Institut des futurs africains, je n'ai pas eu de mal à retrouver, à renouer le fil d'un dialogue qui n'avait jamais été interrompu avec les acteurs de la réflexion prospective. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision, que vous avez sauté le pas? Parce que ça peut être une idée que vous avez toujours eue, on va dire, dans un petit coin dans votre tête, mais le fait de la mettre en application et d'y aller, c'est une toute autre histoire. Est-ce qu'il y a eu une personne qui vous a inspiré? Est-ce qu'il y a eu un moment clé de l'histoire qui a suscité une réaction en vous? Est-ce que c'est une rencontre qui a créé un nouveau point d'inflexion dans votre parcours qui était déjà très riche? Je crois qu'il y a un peu de tout cela. Il y a certainement une frustration qui était née du fait que les tentatives africaines de trouver, de frayer à l'Afrique une voie qui lui soit propre, ces tentatives avaient très largement échoué. J'ai parlé du plan de l'action de Lagos qui datait de 1980 et qui exprimait une ambition très forte des pays africains de trouver une voie qui soit originale et qui leur soit propre. Ce plan d'action de Lagos, qui a été adopté en avril 1980 à Lagos, a été enterré au mois de septembre 1980, donc quelques 5 mois après, par les institutions de Bretton Woods qui ont produit une analyse de l'Afrique et des stratégies de l'Afrique, des stratégies que devait poursuivre l'Afrique, totalement aux antipodes du plan d'action de Lagos. Et ces institutions de Bretton Woods ont eu le dessus. L'Afrique a connu 20 ans d'ajustement structurel sous l'égide des institutions de Bretton Woods. Il y avait donc quelque part une certaine frustration qui naissait de ce constat que l'Afrique ne s'était pas donné les moyens intellectuels et politiques de faire prévaloir ses propres points de vue. Et cela m'insupportait, en quelque sorte. Mais de manière plus positive, je dirais, il y a eu, autour des années 2000, une espèce de confiance retrouvée de l'Afrique en ses propres capacités. C'est l'époque où l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait été créée depuis 1963, va se transformer et devenir une Union africaine qui a comme ambition non plus simplement la coopération, mais l'intégration de l'Afrique. Une Union africaine dans laquelle les questions politiques vont recevoir un nouvel éclairage. C'est l'époque où il est question de partenariat et de fin de l'aide. Il y a donc une espèce de confiance retrouvée, un optimisme nouveau qui souffle, un vent d'optimisme nouveau qui souffle sur l'Afrique. Et il m'a paru important d'accompagner
en quelque sorte, ce mouvement, en tout cas d'en être partie intégrante, et de le faire en aidant les Africains à comprendre les dynamiques qui vont donner forme au futur et donc avoir la possibilité de prendre dès aujourd'hui des mesures qui les amèneront au bon port qu'ils considéreront pouvoir être le leur. Et cela passe, selon en tout cas ce que j'ai lu vous concernant, tout d'abord par la culture. Sans cela, on ne peut pas avoir de développement. C'est ce que vous pensez. Il me paraît évident que le développement est d'abord un processus de transformation culturelle. Le développement survient lorsque la science devient culture. C'est un premier aspect des liens entre développement et culture. Nous sommes dans des sociétés de savoir, nous sommes dans des sociétés où les savoirs, les sciences, les techniques, la culture et tous ces éléments qui relèvent de l'immatériel jouent déjà un rôle plus important que les simples ressources naturelles que l'on peut transformer. Je crois qu'il y a là un premier aspect du développement des liens entre développement et culture. La science, les techniques, la culture sont un facteur productif et le seront de plus en plus. Mais il y a un autre aspect, c'est que c'est la culture qui donne sens au développement. C'est à la culture d'apporter des réponses à la question de savoir qui et quels sommes-nous, pour reprendre les propos de Aimé Césaire, qui et quels sommes-nous et voulons être demain. C'est à la culture d'apporter des réponses à ces questions. Ce n'est pas au marché. Le marché est incapable d'apporter des réponses à de telles questions. Elle est donc la base de l'avenir qu'on veut construire aujourd'hui. Exactement. C'est les fondements, le socle, ce sur quoi tout doit reposer. Exactement. Avant de pouvoir se développer convenablement, bien évidemment. Dans votre vie personnelle, comment parvient-on à garder cette part de poésie, cette réflexion aussi, l'espoir et cet optimisme, quand on a l'habitude, justement, comme vous, d'analyser un petit peu les mouvements de ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans lequel on a des guerres, il n'y a jamais eu autant de guerres que depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand on est ancré dans cette réalité, comment on fait pour garder un petit peu cet équilibre, cet optimisme et cet art de l'écriture et de la poésie? Je crois que je ne sais rien de plus qu'un pessimiste. On regarde le monde, on se demande parfois s'il y a un pilote dans l'avion. Et ça peut être angoissant. Et je comprends les angoisses qui traversent l'humanité, qui traversent les sociétés, qui traversent les communautés. Mais j'ai vu mon ignorance avec une certaine légèreté, parce que, au fond, rien ne sert d'être pessimiste. Rien ne sert de s'apitoyer sur le fait que la maîtrise que nous avons de notre devenir est limitée par la liberté dont jouissent d'autres. Il faut donc, je crois, en tout cas ma recette, c'est de ne pas basculer dans un pessimisme qui finirait par être inhibiteur, mais de ne pas basculer non plus dans un optimisme béat qui nous ferait croire qu'au nom de je ne sais quoi, l'Afrique est condamnée à être demain le continent de l'avenir. Comment on fait pour garder cet ancrage, justement? Il est possible de garder un certain équilibre en se faisant l'avocat, non pas d'un afro-pessimisme dont je dis qu'il est inhibiteur, ni d'un afro-pessimisme, d'un afro-optimisme béat, mais d'une afro-responsabilité. Les sentiments
qu'il est de notre devoir de penser par nous-mêmes, de penser pour nous-mêmes, non pas pour nous enfermer dans un coin du monde d'où nous serions épargnés de tout, mais pour, au contraire, avoir la possibilité de partager quelque chose d'original avec le reste du monde. Quel regard portez-vous justement pour conclure sur l'avenir de notre continent? Il sera en très grande partie ce que nous en ferons. Les projets des acteurs, les projets des Africains, en n'oubliant jamais qu'un Africain sur deux est une femme, les projets des Africains vont être un élément de construction de l'avenir. Ce ne seront pas les seuls. L'Afrique n'est pas une monade isolée, elle vit dans un environnement dans lequel il y a d'autres acteurs. Et les interactions avec ces acteurs vont évidemment jouer un certain rôle dans l'avenir. Et il y a des déterminants qui ne dépendent ni de ce que feront les Africains, ni de ce que feront les communautés non africaines, mais qui dépendront de l'évolution des sciences, des techniques, des connaissances, etc., qui ne dépendent donc ni de nous ni des autres, mais de l'évolution du monde. Je crois qu'il faut chercher à comprendre, à prendre la mesure de ces évolutions chez les uns et chez les autres, et chaque fois scruter pour pouvoir prendre aujourd'hui les décisions qui vont avoir une incidence sur les devenirs possibles. Et il faut le faire, je crois, avec un sens de l'éthique, avec la claire compréhension qu'il n'est aucune décision qui sera dépourvue d'impact sur les marges de manœuvre dont on disposera demain. Merci à vous, Alioune Sall. C'était un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui. C'est un plaisir de revenir sur votre parcours et sur cette réflexion qui est la vôtre également. Merci de votre accueil. Merci infiniment. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.